Donc, troisième volet, c'était, en effet, on l'a dit tout à l'heure, de plus en plus, les patients vivent à domicile. Et donc, l'aspect médico-social est extrêmement important. Et donc là, on va demander à Catherine Pruot un petit peu comment s'organise, puisque vous êtes sur Paris, comment s'organise justement ce volet médico-social et cette organisation, quelle est la partie prenante de ces maisons spécialisées pour assurer ce qui pourrait être considéré comme une permanence 24 heures sur 24. Alors, les maisons départementales ont été installées donc, par la loi de 2005. Et cette fameuse loi a également mis en place le droit à la compensation des conséquences du handicap et a créé plus particulièrement une prestation qui s'appelle la prestation de compensation du handicap, qui est évaluée par les équipes de la MDPH au même titre que d'autres besoins, comme la dame le citait tout à l'heure, des allocations, des cartes. Alors, tant que j'y suis, je tiens quand même à signaler, c'est vrai qu'avant d'être malade, on est bien portant. Et le jour où la maladie s'abat sur vous, eh bien, vous ne savez pas ce qu'est la MDPH, et c'est tout à fait normal. Donc, je tiens à signaler le travail des assistantes sociales hospitalières, parce que je pense qu'elles sont, on s'en rend compte, nous, à tous les échelons, SLA et autres services parisiens, elles sont quand même très accompagnantes, et je pense que ce sont les premières interlocutrices qui essayent un petit peu de permettre à l'usager de s'y retrouver dans ce dédale administratif. Donc, je tenais à les saluer. Alors, cette prestation... Bon, c'est une prestation qui est financée par le Conseil général, une prestation qui permet de prendre en charge les besoins globaux de la personne. Je pense que c'est une réelle avancée depuis 2006, cette prestation de compensation qui s'adresse à des personnes lourdement handicapées, qui ont des besoins d'aide humaine. Donc l'aide humaine, ça peut être un aidant familial, ça peut être un service extérieur, ça peut être un emploi direct en gré à gré. Sachez que la loi, en 2006, avait prévu que le maximum d'heures que l'on pouvait accorder à une personne handicapée, c'était 12 heures par jour. C'est vrai que très rapidement, nos équipes, qui ont eu à traiter au début de l'année 2006 des personnes très lourdement handicapées, quand elles rentraient le soir, en fin de journée au bureau de la MDPH, elles disaient mais 12 heures, c'est pas suffisant, cette personne est trachéotomisée, c'est pas possible. Heureusement, pour une fois, vous voyez, le législateur a été réactif, ça arrive, et quelques mois après, on a pu effectivement aller jusqu'à 24 heures par jour d'heures d'aide humaine. Donc ça, c'est, je pense, une réelle avancée. On parlera plus tard après peut-être des conséquences au niveau des collectivités territoriales. Donc les aides humaines, ensuite tout ce qui est aide technique, tout ce qui est aménagement du logement, tout ce qui est frais liés au handicap, effectivement, seront pris en charge par cette prestation. Cette prestation, elle est ouverte jusqu'à l'âge de 60 ans et on peut encore, selon certains critères, y accéder entre 60 et 75 ans. Donc, avant 60 ans, la personne, effectivement, est éligible à la prestation et pourra bénéficier à domicile d'une prise en charge médico-sociale dont elle a besoin. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est améliorer la qualité de vie de la personne, améliorer aussi l'assistance des aidants qui ont besoin de se faire aider. Voilà ce qu'est la PCH. Alors, sur Paris, nous avons la chance d'avoir à proximité beaucoup de centres de référence et d'hôpitaux. Donc, très rapidement, on s'est rendu compte que la SLA, effectivement, était une pathologie qui avait vraiment des particularités et que nous devions d'être réactifs et d'essayer vraiment d'optimiser la prise en charge médico-sociale, puisque nous, on est là, des usagers. Donc on s'est rapproché en 2008 du réseau SLA et c'est vrai qu'on a créé un partenariat efficace qui nous permet, je pense, en tout cas à notre échelon parisien, mais bon, l'Île-de-France a les mêmes relations, je pense, de privilégier vraiment ces pathologies et de permettre un traitement accéléré. Vous savez que les MDPH ont des délais, ils sont souvent montrés du doigt pour leurs délais d'instruction. Donc, on a mis en place un système qui permet vraiment une grande réactivité de la part des MDPH qui, généralement, sont connus pour ne pas être très réactives. Gérard Benetto, c'est un vrai progrès. Oui, on rejoint un peu cet aspect, je dirais, de méthodologie ou d'esprit de l'association. C'est cette volonté d'œuvrer ensemble. Un exemple très, très concret, je dirais, nous pourrions,
je ne sais pas, aller avec des casseroles, vous réveiller un matin à votre domicile. Je pense qu'on a préféré, je ne connais pas votre adresse, mais on a préféré peut-être donner une qualité de prise en charge qui vous a permis d'être en relation avec nous et d'être maintenant au conseil d'administration du réseau SLA d'Île-de-France. Pour moi, c'est très important. Lors des journées de coordination l'an passé, suite à l'opération qui avait été organisée à l'initiative du centre SLA de Nice, on a invité pour le 21 juin, qui est le jour de la SLA, pas seulement de la musique, mais aussi de la SLA, les MDPH des différents départements à venir nous rencontrer dans les lieux ou à venir à la coordination à Dijon l'an passé. Et on a eu quand même des réponses. Et voilà, c'est une façon de faire. Et je dirais qu'être ici cet après-midi, c'est venir à la fois dire des choses que nous attendons, que nous estimons légitimes, mais on vient les dire ici, voilà, pour qu'elles soient transmises là où elles doivent être transmises, mais dans un climat de dialogue. Et ça me paraît très important. Claude Desnoël à Nice, ça se passe bien aussi? Oui, les contacts sont très, très bons. Je pense que vous avez cité les assistantes sociales. Je crois qu'il faut aussi citer les ergothérapeutes, puisqu'effectivement, enfin, vous avez bien dit les aides techniques, le dossier DPH, il y a la vie médicale, la vie sociale, la vie en ergothérapie. Et donc, c'est vrai que les rencontres qu'on avait suscitées l'année dernière, donc entre la coordination des centres SLA et la RSLA, pour les rencontres entre les centres ont été très bien suivies et ont permis justement d'impliquer, de s'impliquer les uns les autres. J'avais moi-même été invité au niveau de la CNSA à une réunion nationale des responsables et donc pour leur présenter justement ce qu'était la maladie SLA et ses caractéristiques, et que j'avais ressenti un accueil très intéressé, je dirais. Je vous dirais qu'à Nancy, on a notre réunion en septembre et qu'il y a une session spéciale sur justement, et que c'est Monsieur Ducine qui est médecin responsable de la MDPH de la région de Nancy, qui interviendra pendant cette session. Donc là, la connexion est parfaite entre tous les centres de référence et le MDPH de la région. Bon, il ne faut quand même pas dire qu'elle est parfaite. On ne peut pas dire qu'elle est parfaite. Vous dites tout va bien. Il y a eu une grande ouais. avancée. Bon. Il reste des zones où les choses ne se passent pas tout à fait comme elles devraient, mais on rencontre de plus en plus d'intérêt et la mobilisation se fait. Voilà. Ceci est politiquement correct. Oui, parce qu'effectivement, toujours le relatif petit nombre fait que aussi on est très dépendant s'il y a un changement de responsable dans une MDPH, etc. Il faut recommencer tout un travail. À chaque fois, on avait établi des contacts qui semblaient pérennes, et puis en fait, il faut sans arrêt reprendre ce travail. Et puis effectivement, tout n'est pas aussi idyllique, c'est aussi pour ça qu'on est là. Bien sûr. Alors ouvrons un chapitre. Pardon. Non, je voulais simplement rajouter que moi j'avais été très intéressé de la rencontre que j'avais eue à la CNSA, justement, parce que j'avais compris à ce moment-là, et ce que je n'avais pas compris avant, qu'il y avait une attente des médecins MDPH avec une description, et qui eux-mêmes avaient leurs critères très particuliers, qu'ils attendaient qu'on réponde à ces critères. Or, nous avons nos critères aussi très particuliers, et donc on est souvent, on était, je dirais, dans les endroits où maintenant la connexion s'est bien faite, mais à parler un langage différent. Et il a été très important de lancer justement ça pour que les centres et les MDPH s'expriment dans le même langage et donc se comprennent. Et je pense que les endroits où il reste des problèmes de liaison, c'est peut-être aussi parce que le contact n'est pas suffisant, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas d'interrelation. La faute à qui, je n'en sais rien, parce que je pense que ça peut être d'un côté comme de l'autre. Alors parlons maintenant un tout petit peu des sous, parce que j'ai cru comprendre au fil du temps que c'était une des craintes légitimes. Dans cette période, tout le monde parle un peu des sous et des problèmes que ça peut poser. Quel est le paysage actuel, justement? Vous avez dit tout à l'heure que, si j'ai bien compris, c'était le conseil régional qui finançait ces maisons. Conseil général, pardon. Et quelle est aujourd'hui la tendance? Écoutez, je ne vais pas vous apprendre une nouvelle en vous disant que les collectivités locales rencontrent des difficultés économiques. Donc aujourd'hui, il incombe aux conseils généraux de verser la PCH de la même façon qu'elle verse effectivement aux personnes de plus de 60 ans l'APA.
Donc, je suis quand même interpellée régulièrement sur les PCH avec des volumes de 24 heures sur 24, où je vois bien que les administratifs et à la limite les politiques aimeraient bien savoir, bon, si c'est justifié. Donc, j'ai fait une enquête et c'est vrai que j'ai trouvé pas mal de pathologies SLA. Et donc, j'essaye de leur expliquer qu'il n'y a pas de possibilité d'institutionnalisation. C'est une pathologie bien particulière. Que le choix de vie, parce que la loi reconnaît à la personne le choix de son projet de vie. Donc le projet de vie d'une personne, c'est de dire je veux rester à domicile. Et je pense que tous, nous répondrions a priori pareil. Et de l'autre côté, si rester à domicile, ça implique, parce que je suis une personne isolée, d'avoir besoin de 24 heures sur 24 pour ma surveillance, parce que bon, je suis trachéotomisée par exemple, ce qui est le cas en plusieurs patients sur Paris. Bon, il faut savoir ce qu'on veut, c'est assez paradoxal. À la fois, on a un projet, on a le droit de vivre comme on veut, et puis de l'autre côté, bon, on doute un petit peu de la mise en œuvre des aides. Bon, aujourd'hui, c'est simplement, visiblement, une inquiétude du Conseil général qui s'intéresse un petit peu de près à ces dossiers, mais il n'y a pas encore, heureusement, de restrictions au niveau des volumes horaires qu'on attribue. Mais voilà. Je rajouterais quand même, parce que c'est vrai que c'est un point aussi qui quelquefois nous émeut, c'est que la SLA qui survient après 60 ans, bien malheureusement, il n'y a pas de PCH, pas toujours. Et donc la personne relève de l'APA, et le GIR 1 ou le GIR 2, ça ne dépasse pas 1000 à 1200 euros. Donc vous voyez, entre la dépendance liée à l'âge et la dépendance liée à la maladie, il y a vraiment un écart considérable. 1200 pour l'APA et oui, une personne, par rapport à une personne handicapée. Nous arrivons avec du 24 heures sur 24 en service prestataire à plus de 13 000 euros mensuels. Donc vous voyez, quand on parle du projet concernant la dépendance, eh bien, ça fait quand même 3 ans qu'on en parle. On ne voit toujours rien paraître. Mais que ça. Parce qu'on ne sait pas du tout aujourd'hui. On ne peut pas mettre à égalité. Comment mettre à égalité la perte d'autonomie liée à l'âge et celle liée au handicap, dans la mesure où on se rend compte que depuis la loi de 2005, on a privilégié l'accompagnement des personnes handicapées. Et de ce fait, tout est relatif. On se rend compte que les personnes âgées n'ont pas les moyens, les personnes de plus de 60 ans, n'ont pas les droits au même accompagnement. Attention aux propos.